Il y a des événements qui bouleversent notre vision du monde, particulièrement quand il s'agit d'enfants et de proches. Plus inquiétant encore est la réalisation que le véritable responsable de ces événements se trouve toujours quelque part parmi les gens ordinaires. Le 12 mai 2005, Arthur Hobbs et son fils Jerry sont partis à la recherche de sa petite fille dans le parc local de Beulah, situé non loin de leur maison, un lieu de rencontre populaire pour les enfants du quartier. Le jour de la fête des mères, Laura Hobbs, 8 ans, et sa meilleure amie Crystal Tobias, 9 ans, ont décidé de faire une petite balade à vélo. Elles ont promis de revenir dans 1 heure, mais ont disparu sans laisser de traces. Les membres de la famille ont cherché presque toute la nuit. Près de la maison, dans ce parc, il y avait un ravin profond entouré d'un sentier. Au matin, le père et le grand-père de Laura ont trouvé son vélo. Mais de Laura, aucune trace. Quelques heures plus tard, à quelques centaines de mètres du vélo retrouvé, le père et le grand-père ont remarqué quelque chose d'inhabituel au sol dans la faible lumière du matin. Quelque chose d'irréversible s'était produit. En s'approchant de cet endroit, leurs pires craintes se sont confirmées. Tout indiquait que ce moment terrible avait duré douloureusement longtemps. Laura, 8 ans, et sa meilleure amie Crystal, 9 ans, vivaient près d'un parc pittoresque. Le sentier forestier passait tout près de leur maison dans la petite ville de Zion, dans l'État de l'Illinois, où vivaient environ 20 000 personnes. Les événements tragiques ont profondément choqué les habitants. La société exigeait des réponses et de la justice, mais personne ne pouvait imaginer à quel point cette affaire deviendrait extraordinaire. La police était sous l'observation attentive du public. Les enquêteurs faisaient de leur mieux pour recueillir des informations et rassurer les citoyens inquiets. Quelques jours après l'incident, le chef de l'unité d'enquête spéciale du comté de Lake a annoncé qu'il y avait un premier suspect. À ce moment-là, les enquêteurs avaient déjà parlé avec Jerry Hobbs, qui était lié à cette affaire car il était le père biologique de Laura. Il a été invité à un interrogatoire le jour même où on les a retrouvés. Le comportement de l'homme semblait inhabituel aux forces de l'ordre. En vérifiant la base de données, il s'est avéré que Jerry venait d'être libéré d'une prison du Texas il y a 1 mois et que son passé était marqué par de nombreux conflits avec la loi. Dans ce court laps de temps, il avait réussi à se réunir avec sa famille et à améliorer ses relations avec sa femme et ses enfants. Les traces sur la scène du crime indiquaient l'action d'une personne totalement dépourvue d'humanité. L'enquête a révélé que les 2 filles avaient quand même subi de multiples blessures avec un objet tranchant, et des traces de violence physique ont également été constatées. Le rapport médical a documenté 31 traces d'un objet tranchant, principalement dans la partie supérieure du torse. Des marques similaires ont été trouvées sur les 2 filles. Sur les mains de Laura, les experts ont constaté des traces de défense, indiquant sa résistance désespérée. Les experts ont été particulièrement touchés par la nature des blessures découvertes. Ils ont conclu que la personne responsable avait agi consciemment et méthodiquement, choisissant les points d'impact pour prolonger la souffrance. Lorsque les enquêteurs ont appris la récente libération de prison du père de Laura, il est immédiatement devenu suspect. L'homme niait catégoriquement toute implication dans les événements. Les enquêteurs ont passé de nombreuses heures avec lui pour découvrir la vérité. À partir de ses déclarations, ils ont reconstitué les événements de cette journée fatidique. Après de longues conversations, les enquêteurs ont obtenu une confession enregistrée. Selon son récit, Jerry et sa femme Sheila sont rentrés chez eux le dimanche vers 15 heures. À ce moment-là, leurs 4 enfants s'amusaient avec des cerfs-volants près du lac. Laura est venue voir ses parents et a demandé la permission de faire du vélo avec son amie. Bien qu'elle soit encore sous surveillance domestique pour avoir pris $40 à sa mère sans permission, Sheila a décidé de faire une exception. Jerry était contre cette décision. Malgré les objections de son mari, la mère a maintenu son opinion et le père a décidé de ne pas créer de problème.
Laura a été autorisée à sortir à condition de rentrer dans 1 heure, mais elle n'est pas apparue à l'heure convenue. Au début, les parents ne s'inquiétaient pas particulièrement, supposant que les amis étaient simplement absorbés par leur jeu et avaient oublié l'heure. Ils attendaient patiemment que les enfants reviennent. Cependant, quand la nuit est tombée et que Laura n'était toujours pas rentrée, l'inquiétude a commencé à grandir. Jerry est parti à la recherche de sa fille sur le sentier familier pour avoir une conversation sérieuse sur l'obéissance. Selon son récit, il s'est rendu à l'endroit où les enfants passaient habituellement leur temps, en empruntant un chemin de terre. Là, il a effectivement trouvé Laura et Crystal, qui jouaient insouciamment sans penser du tout aux règles parentales. Jerry n'a pas pu contenir ses émotions, a annoncé le retour immédiat de sa fille et une conversation sérieuse à venir. Il avait l'intention d'emmener Laura et a dit à Crystal de rentrer chez ses parents. Mais les deux ont montré une obstination inattendue et ont refusé d'obéir. L'homme a alors déclaré avec insistance que le jeu devait maintenant se terminer et qu'il était temps de rentrer à la maison. Laura a répondu avec insolence, après quoi le père a essayé de la retenir par le bras. Laura a commencé à se débattre et a exigé qu'il la lâche. Crystal s'est jointe à la protestation et a insisté pour qu'il laisse son amie tranquille. Alors que Jerry continuait à maintenir sa position, Crystal a soudainement sorti un couteau de poche et lui a ordonné de relâcher Laura. Dans un moment de confusion, Laura a planté ses dents dans la main de son père. Et celui-ci, submergé par la colère, a utilisé la force, faisant tomber Laura au sol. Crystal s'est précipité à sa défense, mais l'adulte l'a désarmé sans difficulté. L'ami de sa fille l'a attaqué. À ce moment-là, Jerry a utilisé une arme blanche. Puis il est allé vers sa fille qui essayait de se défendre, mais ne pouvait pas résister. Les enquêteurs étaient convaincus de l'implication du détenu dans l'incident. En particulier, il a décrit des détails de l'incident que seul un participant direct pouvait connaître. Les enquêteurs avaient des raisons valables pour leurs soupçons, compte tenu de ses conflits antérieurs avec la loi. Jerry Hobbs est né en 1970. Il n'a pas terminé ses études et a quitté l'école après la 8e année. Le jeune homme avait un caractère incontrôlable, ce qui le mettait régulièrement dans des situations difficiles. Les premières infractions graves pour lesquelles le jeune homme a été tenu responsable ont été commises en 1990. À cette époque, Jerry a été incarcéré pour la première fois pendant plusieurs mois dans un établissement pénitentiaire au Texas. Ses actes illégaux comprenaient la possession de substances interdites et des tentatives répétées d'appropriation de biens d'autrui. En août 2001, un incident s'est produit avec sa femme. À cette époque, Jerry et Sheila vivaient dans un parc de caravanes au Texas. Une dispute a éclaté entre eux, qui s'est transformée en altercation. 3 voisins ont tenté d'intervenir. Cela a tellement mis Jerry en colère qu'il a saisi un outil électrique et a poursuivi ces personnes à travers le parc de caravanes. On n'a pu l'arrêter que lorsqu'un des hommes a utilisé un outil de jardin. En quelques minutes, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont réussi à maîtriser la situation. Pour ces actes, l'homme a été accusé de coups et blessures graves avec circonstances aggravantes. Le juge lui a imposé une peine avec sursis de 10 ans. Cependant, il n'est jamais venu au rendez-vous obligatoire avec l'agent de probation. Ce non-respect des conditions a conduit à la révocation du sursis. Plus tard, l'homme a été incarcéré. Il y a passé 18 mois. Immédiatement après sa libération, il est monté dans un bus et s'est rendu à Zion, où vivait sa famille. Jerry est arrivé à la maison des parents de Sheila, où il a retrouvé sa femme et 4 enfants. Laura et 2 garçons étaient pourtant ses enfants biologiques, tandis que l'aîné était issu du premier mariage de Sheila. Jerry a laissé tous les désaccords derrière lui et croyait sincèrement en un nouveau départ pour la famille. Pendant son absence, il avait beaucoup réfléchi et rêvait de recommencer à zéro. Malgré leur passé compliqué, Sheila nourrissait encore des sentiments chaleureux pour Jerry.
Le destin avait cependant d'autres plans. Un mois seulement après leur réunion est arrivée cette fête des mères qui a tout changé. Partout, les gens organisaient des barbecues et créaient une atmosphère animée et paisible. Jusqu'à ce jour, rien de grave ne s'était produit dans cette région, et les parents laissaient leurs enfants jouer dehors sans souci. Dans cette affaire mystérieuse, il n'y avait aucun témoin oculaire de l'incident. Après avoir obtenu une confession, Jerry a été placé en détention sans possibilité de caution. Il a passé plus de 2 ans en isolement pendant que le procureur développait sa stratégie d'accusation et se préparait pour les audiences. Au cours de l'enquête, des contradictions et des incohérences inexplicables sont apparues. En particulier, le récit de Jerry soulevait de nombreuses questions. Il était difficile d'imaginer que des écolières de 8 à 9 ans portaient un couteau et attaquaient un adulte. Il était également troublant que les écolières refusent de rentrer chez elles après que le père les ait vues traîner tard dans la nuit, sans surveillance. Il semblait étrange qu'elles n'aient pas peur d'être dans la rue si tard. Toute l'histoire semblait invraisemblable. Les experts en criminalistique ont trouvé sur les lieux des traces biologiques appartenant à un homme inconnu dont les données n'étaient pas dans la base de données de la police. De plus, la nature de ces preuves indiquait clairement que la confession paternelle ne pouvait pas être vraie. Mais pour une raison quelconque, les enquêteurs n'ont pas été troublés par ces faits. Ils ont développé leur propre théorie et ont supposé que les traces étrangères étaient apparues parce que c'était une zone fréquentée. Bien sûr, une telle explication semblait totalement illogique. Malgré les déclarations douteuses, le procureur était convaincu du succès. Ils avaient que la confession de Jerry, des informations sur ses délits antérieurs. C'est pourquoi l'issue du procès semblait prédéterminée. Les données des experts ont été mises sous scellé. Les protocoles d'interrogatoire suffisaient à convaincre les jurés. Le père de Laura a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. La situation a pris un tournant inattendu en 2009 à Arlington, État de Virginie. C'est là que vivait Amanda Snell, une soldate de 20 ans. Le 13 juillet 2009, elle ne s'est pas présentée à son service à Fort Myers. Ses supérieurs sont devenus inquiets. Une absence non annoncée du travail ne correspondait pas du tout à son caractère. La direction a décidé de vérifier l'état de l'employé et a envoyé certains de ses camarades au foyer des officiers. Arrivés sur place, les officiers ont frappé à la porte. Ils ont sonné et ont essayé de la joindre sur son portable. Cependant, la jeune femme ne répondait pas. Remarquant que la porte n'était pas verrouillée, ils sont entrés. La première chose qui a suscité l'inquiétude, les documents personnels et le portefeuille, étaient à leur place. Les soldats ont immédiatement remarqué une odeur étrange. Dans la chambre, ils ont découvert des traces d'un incident et des signes que quelqu'un avait cherché des objets de valeur. Ils ont trouvé Amanda dans le placard. L'état de la jeune femme indiquait qu'elle avait été traitée avec une extrême cruauté. L'examen médical a révélé que l'incident s'était produit environ 2 jours avant la découverte. Sur les lieux, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses preuves, dont des traces biologiques sur la taie d'oreiller. Les forces de l'ordre ont constaté que des objets personnels avaient disparu. Dans la pièce, des traces de chaussures ont été trouvées, indiquant la présence d'une personne étrangère. Compte tenu du terrain fermé, les experts ont supposé que la personne impliquée dans l'incident avait accès à l'objet et y servait. Les experts ont identifié le modèle de chaussures comme étant des Nike Air Force One. Ces baskets étaient largement répandues parmi le personnel de la base, ce qui rendait difficile de restreindre la recherche. La recherche s'est poursuivie sans résultat pendant plusieurs mois. Le 27 février 2010, un incident inquiétant s'est produit à 5 km de la base où travaillait Amanda dans le district d'Arlington. Tôt le matin, 2 étudiantes en master rentraient dans leur appartement loué après une soirée avec des amis. À la porte d'entrée, elles ont rencontré un inconnu
qui les a forcés à entrer dans l'appartement sous la menace d'un objet ressemblant à une arme. Dans l'appartement, il a restreint leur liberté de mouvement avec des câbles électriques. L'inconnu a forcé l'une des jeunes femmes à monter dans son véhicule et l'a emmenée dans un endroit désert en dehors de la ville. Là, il a commis des actes illégaux, pendant lesquels la victime a perdu connaissance. Le coupable l'a laissée impuissante dans la forêt enneigée. Il n'avait pas prévu qu'elle reprendrait conscience après l'incident. Quand elle a repris conscience, elle a trouvé la force de se traîner jusqu'à la route où un automobiliste attentif l'a remarqué. Il a appelé à l'aide. L'étudiante, fortement hypothermique, a été immédiatement transportée dans un établissement médical. À ce moment-là, son amie avait déjà réussi à contacter les forces de l'ordre par elle-même. Les médecins ont annoncé avec soulagement que son état ne suscitait pas de graves inquiétudes. Après son rétablissement, elle s'est immédiatement rendue au poste de police où elle a communiqué des informations importantes aux enquêteurs. Sa description détaillée de l'apparence de l'agresseur et de son véhicule était cruciale. Selon ses déclarations, il s'agissait d'un homme de petite taille d'origine latino-américaine, au visage rasé de près, qui se déplaçait dans un SUV argenté. Les enquêteurs ont immédiatement noté des similitudes avec l'incident qui s'était produit avec Amanda. La police disposait également de traces biologiques laissées par le coupable. Le soir même, les officiers ont arrêté une personne qui correspondait exactement aux caractéristiques décrites. Conformément à la législation de l'État de Virginie, du matériel biologique lui a été immédiatement prélevé pour analyse. Dans son véhicule ont été trouvées la carte d'étudiante de la victime et l'une de ses boucles d'oreilles, établissant ainsi un lien entre le suspect et l'incident. Le suspect a été placé en détention provisoire jusqu'au début du procès. L'analyse ADN effectuée et sa comparaison avec la base de données ont conduit à une découverte inattendue. Ces traces génétiques avaient également été trouvées dans l'affaire des deux écolières, Laura et Crystal, dans la ville de Zion en 2005. À cette époque, le suspect vivait effectivement dans cette région. Il venait d'avoir 16 ans et fréquentait le lycée. Les enquêteurs ont été choqués d'apprendre que le jeune homme, Jorge Torres, était un ami proche du frère aîné de Crystal. L'enquête sur cet incident a aidé à révéler une grave erreur judiciaire. Jerry, le père de Laura, était en prison pour des actes avec lesquels il n'avait rien à voir. 2 semaines après que les résultats des tests ADN ont identifié Jorge comme le véritable responsable de l'incident avec les 2 écolières, toutes les charges contre Jerry ont été abandonnées. Le véritable coupable menait une vie normale tout ce temps, ce qui lui a permis de commettre une autre agression qui, heureusement, a pu être empêchée. Après l'incident avec les écolières, Jorge a terminé l'école avec succès. Quelques mois plus tard, il a rejoint le corps des Marines. Les enquêteurs ont supposé qu'il essayait ainsi d'échapper aux conséquences de ses actes. Le corps des Marines était une division importante des forces armées américaines. Il espérait probablement expier ses actes envers la société de cette manière. Maintenant, les enquêteurs devaient examiner sa possible implication dans d'autres cas similaires. Pendant ce temps, Jorge en détention tentait activement d'influencer la situation. Des événements inexplicables ont commencé à se produire dans la vie des personnes qui pouvaient témoigner dans l'affaire de Laura et Crystal ainsi que dans l'affaire de l'agression des doctorantes. Les enquêteurs n'ont pas réussi à découvrir la méthode d'action de Jorge. En plus des résultats de l'analyse ADN, des preuves supplémentaires de son implication dans la disparition des écolières étaient nécessaires. La direction a décidé d'utiliser un informateur parmi les détenus en échange d'une réduction de peine. Le choix s'est porté sur un ancien restaurateur qui purgeait une peine pour fraude financière. Il a volontiers accepté l'offre de coopération. En 7 jours, il a été équipé d'un matériel d'enregistrement spécial pour enregistrer les conversations avec Jorge. À la surprise des forces de l'ordre, le suspect a raconté une histoire complètement différente de celle attendue. Il a commencé à parler d'un incident avec Amanda
qui servait sur une base militaire. Selon ses dires, il est entré dans le logement d'Amanda tôt le matin pour commettre un vol. Quand elle s'est réveillée et l'a vu, elle s'est figée de peur. Il a profité du moment et l'a maîtrisée, craignant qu'elle puisse l'identifier et le signaler aux autorités. Il a décrit ses actes avec une indifférence inquiétante, même avec une pointe de suffisance, ce qui a provoqué la nausée chez l'informateur. Ensuite, il a caché les preuves dans le placard pour retarder la découverte. Selon les observations de l'informateur, sa manière de raconter rappelait le comportement d'une personne souffrant de graves troubles psychiques. Après avoir reçu ces déclarations, les autorités d'enquête ont repris l'investigation du cas d'Amanda. Il s'est avéré qu'au moment de l'incident, George servait effectivement avec la victime et vivait dans la chambre voisine du même couloir. Lors de la perquisition de sa chambre, une arme et un ordinateur contenant du matériel illicite ont été découverts. Les enquêteurs ont également trouvé ces Nike Air Force One, dont le profil de la semelle correspondait aux traces trouvées dans l'affaire Amanda. L'analyse ADN a confirmé l'implication du suspect. Les enquêteurs ont soigneusement examiné les liens possibles de Jorge avec des cas similaires, mais n'ont pas pu trouver d'autres preuves. Le procès dans l'affaire de la doctorante qui a survécu à la rencontre avec l'agresseur a commencé en décembre 2010. Il a été reconnu coupable sur plusieurs chefs d'accusation: séquestration, agression grave et tentative de coups et blessures au premier degré. Le tribunal a imposé une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ce n'était que le premier d'une série de procès. Le procès dans l'affaire Amanda Snell a commencé en 2014. Après que le procureur a présenté la déclaration enregistrée de Jorge provenant du dispositif d'écoute et les résultats de l'analyse ADN, le jury a soutenu unanimement l'accusation. Fin mai de la même année, le tribunal a imposé la peine maximale. Mi-novembre, il a été transféré dans le comté de Lake, dans l'État de l'Illinois, pour participer au procès dans l'affaire de Laura et Crystal. Malgré le verdict déjà rendu, le procureur a jugé ces audiences nécessaires en mémoire des victimes et de leurs proches. Le procès n'a commencé qu'à la mi-septembre 2018. L'accusé a choisi de plaider coupable. Il a renoncé à un procès et a avoué son implication dans la disparition des 2 écolières. Pour chaque acte, le tribunal a imposé une peine de prison de 50 ans. Néanmoins, la peine maximale était restée en vigueur. Il est retourné dans l'établissement pénitentiaire de Virginie où il attendait l'exécution de la sentence. Alors que la révision de l'affaire et les appels étaient encore en cours, en 2021, la peine maximale a été abolie dans l'État. Maintenant, George passe le reste de ses jours en prison sans possibilité de libération anticipée. Une seule question importante restait en suspens. Comment le père biologique de l'une des victimes avait-il pu volontairement assumer la responsabilité de cette affaire? En 2005, Jerry a raconté à sa mère une version courte des événements. Il a expliqué que les agents des forces de l'ordre l'avaient poussé au désespoir pendant l'interrogatoire. Plus tard, lors d'une conversation avec des journalistes après le rétablissement de la justice, il a décrit en détail son état à cette époque. Selon ses dires, il n'avait pas dormi depuis plus de 24 heures lorsqu'il a appris l'incident avec sa fille. Ce qui a complètement bouleversé son état mental, ce dont les enquêteurs ont profité pendant l'interrogatoire de 24 heures. Selon celui qui a été injustement condamné, on ne lui a donné aucune possibilité de se reposer pendant 24 heures. Les enquêteurs se relayaient les uns après les autres pour maintenir la pression psychologique continue. À la fin, le père, qui avait perdu ce qu'il avait de plus précieux, était tellement épuisé émotionnellement que les enquêteurs ont pu obtenir de lui ces aveux incroyables. En substance, les forces de l'ordre ont commis une grave faute professionnelle, à cause de laquelle Jerry a passé 5 ans en prison. Quand il a appris que les policiers avaient délibérément dissimulé des preuves importantes confirmant son innocence, il a décidé de demander une indemnisation appropriée pour le préjudice subi. À ce moment-là,
Les enquêteurs disposaient déjà des résultats d'analyse ADN qui indiquaient clairement la non-implication de Jerry dans l'incident. Mais au lieu d'établir la vérité, les forces de l'ordre ont simplement retiré ces preuves du dossier et ont continué à maintenir les accusations. Jerry avait déjà passé 2 ans en prison à ce moment-là. Lors d'une récente conférence de presse, le procureur a tenté de désamorcer la situation. Il a souligné qu'un avocat avait été mis à la disposition du détenu et que ses droits avaient été pleinement respectés pendant l'enquête. Selon le procureur, c'est le comportement inhabituel de Jerry qui a conduit à ce résultat, ce qui a éveillé les soupçons. Ses problèmes antérieurs avec la loi ont également joué un rôle. Les enquêteurs étaient convaincus qu'il connaissait cet endroit à l'avance et était impliqué dans l'incident. Ils ont continué à l'interroger dans l'espoir d'obtenir des aveux, mais Jerry a insisté sur le fait que tout ce qui s'était passé n'était qu'un enchaînement fatal de circonstances. On lui a montré à plusieurs reprises des images troublantes de la scène du crime. De plus, selon ses dires, il a été intimidé et soumis à plusieurs reprises à une pression psychologique. Jerry a longtemps refusé de signer les documents. Les forces de l'ordre ont alors commencé à exploiter son point faible. Ils ont menacé d'arrêter Sheila, ce qui aurait laissé leurs enfants sans soins parentaux, ce qu'ils ne pouvaient permettre en aucun cas. Les enquêteurs avaient des besoins d'un enregistrement vidéo des aveux qui pourrait être utilisé au tribunal. Il a fallu plusieurs tentatives d'enregistrement, car Jerry refusait initialement de lire le texte préparé par les enquêteurs, mais sous la pression des circonstances, il a dû se conformer aux exigences des enquêteurs. L'affaire de détention illégale a été réglée en février 2014. Le tribunal a accordé une indemnisation de plus de 6 millions de dollars, mais Jerry lui-même ne considère pas l'argent comme sa plus grande victoire. Selon lui, il est plus important que cette erreur judiciaire ait déclenché une réforme complète du système de justice pénale dans le comté de Lake. Car pendant qu'un innocent était derrière les barreaux, le véritable coupable continuait ses actes illégaux envers d'autres personnes. Cette personne est maintenant en détention et ne représente plus un danger pour la société. Les enquêteurs soupçonnent que la liste de ces actes pourrait être beaucoup plus longue. Un examen d'autres aveux obtenus de manière similaire a été effectué. Il s'est avéré que 4 autres hommes non impliqués avaient été condamnés illégalement et des tests ADN ont confirmé leur innocence. Ces 4 citoyens ont passé au total 75 ans derrière les barreaux, mais maintenant, ils ont retrouvé leur liberté.